Audi Actu sur Radio Victoire. Actualité, débat, intervention par téléphone. C'est tous les jours à partir de 7h. Sur la fréquence magique, la 96.3 FM. Audi Actu. Audi Actu, vous y êtes et nous y sommes. Et madame, monsieur, vous êtes en direct sur votre radio Victoire FM, la 96.3, qui très bientôt sera reçue sur radiovictoire.fm.com. Très bientôt en direct. Alors, il n'est de jour où, disons, depuis plusieurs semaines, le pays ne fait qu'enregistrer à partir de 100 cas positifs tous les jours que Dieu fait. Et les chiffres ne dégringolent pas. À quoi cela peut être dû? Si telle est la situation, que faut-il faire chacun en ce qui le concerne et collectivement afin de pouvoir renverser la vapeur comme on dit? Et pour pouvoir en parler, nous allons ce matin mettre un focus sur la préfecture, la direction préfectorale de la santé d'Aguenivé pour connaître un peu la situation qui prévaut dans cette préfecture. Et pour en parler, nous avons avec nous la première responsable donc, de cette direction préfectorale, c'est-à-dire la direction préfectorale de la santé d'Aguenivé, Dr Tagba Pelei Tilalo. Docteur, encore une fois, bonjour. Bonjour. Alors, quand nous parlons, bien évidemment, donc, d'une direction préfectorale, ça voudra signifier quand même que cela engage des missions, des responsabilités et parfois même un rôle spécifique à jouer dans l'organigramme au niveau du ministère de la Santé. Alors, c'est quoi cette affaire de direction préfectorale? Merci beaucoup. Au Togo, le système de la santé est subdivisé en 3 niveaux, en forme pyramidale. Oui. Nous avons à la base le niveau périphérique, le niveau intermédiaire au niveau régional et puis le niveau central. Voilà. Et donc, nous, on se situe au niveau périphérique à la base, où nous avons plusieurs formations sanitaires, que ce soit publiques ou privées, qui sont coordonnées, dont les activités sont coordonnées par les communes. Et donc, au niveau d'une direction préfectorale de la santé, comme le nom l'indique, c'est à l'image de la préfecture, c'est-à-dire c'est toute la préfecture qui est concernée sur le plan santé. Avec les communes en interne. En interne. Et donc, la direction préfectorale de la santé coordonne l'administration sanitaire des communes, de sa zone de responsabilité. Oui, mais c'est ça sa mission, coordonner les activités? Toutes les activités de la santé, que ce soit en soins curatifs, c'est-à-dire que les soins qu'on donne aux malades dans les formations sanitaires, que ce soit en soins préventifs, promotionnels et tout ce qu'il y a comme aussi administration. Et donc, c'est... Oui, si tel est le cas, ça c'est la mission. Mais spécifiquement, quel est votre rôle vis-à-vis du ministère de la Santé lui-même? Vis-à-vis du ministère, je représente sur le plan administratif le ministère au niveau de la préfecture. Voilà. Et donc, nous sommes l'intermédiaire du ministère au niveau de la préfecture, donc sur le plan administratif et tout ça. Et donc, nous planifions nos activités, nous exécutons et nous rendons compte à la région. Au niveau des régions, il y a un directeur régional. À Lomé, c'est la directrice régionale de la santé du Grand Lomé. Et qui rend compte au niveau central. Donc c'est comme ça que nous évoluons. Oui, donc vous évoluez d'une manière verticale, c'est-à-dire du haut vers le bas, sens inverse? Il y a les deux sens. Il y a les deux sens parce qu'il faut aussi rendre compte aux structures que nous coordonnons des décisions prises au niveau supérieur. Voilà. Donc, c'est vice-versa. Donc, dans les deux sens. Dans les deux sens. Oui, mais quand même, est-ce qu'une direction préfectorale a quand même toute la latitude de décider de ce qu'il faut faire pour le bien-être sur le plan santé des populations qu'elle coordonne? Effectivement, nous décidons, mais nous rendons compte. Nous décidons, puisque nous collectons des informations. Nous collectons des informations
nous ne pouvons pas envoyer ces informations-là sans une prise de décision immédiate. Donc, parfois, il y a des situations où nous devons agir et informer. Donc, c'est comme ça que nous évoluons. Et c'est comme ça que vous évoluez. Mais quels sont les différents centres de santé qui sont du ressort de la préfecture d'Aguenivé? Je prends la commune d'Aguenivé 1. Nous avons dans la commune d'Aguenivé 1 3 formations sanitaires publiques et plusieurs formations sanitaires privées. En tout cas, dans chaque commune, il y a des formations sanitaires privées. Reconnues par l'État. Reconnues par l'État. Ou les sauvages aussi sont acceptés? Non, nous accompagnons ceux qui sont, disons, ceux qui ont l'agrément? Non, qui n'ont pas encore l'agrément et qui sont dans leur droit d'exercer parce qu'ils sont du domaine. Nous les accompagnons pour qu'ils puissent peut-être remplir les formalités. Oui, pour qu'ils puissent être en règle. Donc, quand je prends la commune d'Aguenivé 1, nous avons le centre médico-social d'Aguenivé, la polyclinique de Makpoe. Qui est dans une boue là-bas? Oui. Ou bien vous avez corrigé cela? Nous sommes en train. C'est un problème général qui nécessite des actions conjuguées pour que puisse c'est dans toute la zone. Donc, nous avons aussi le centre médico-social de Kakaveli pour la commune d'Aguenivé 1. 3 formations sanitaires publiques, mais ce n'est pas encore suffisant. Ah bon? Parce que la population est grande. Nous avons pour la commune d'Aguenivé 2, le centre médico... Oui, non, tout à l'heure, vous avez dit pour la commune d'Aguenivé 1, vous avez le centre médico-social d'Aguenivé, qui est à côté de l'église Théotokos là-bas. Vous avez le grand centre de Kakaveli, je crois, non? Vers Blue Zone. Blue Zone, oui. Voilà. Et troisième, c'est... Demakpoe. Polyclinique, c'est sur la voie, le contournement, en allant vers la mairie d'Aguenivé. Ah, d'accord. Oui. Vers la route Kofi Panou? Non, de l'autre côté. D'accord. Là, on ne va pas quand même faire la géographie ici. Donc, et Aguenivé 2? Nous avons un seul centre médico-social qui est le CMS Legbasito. Oh là là. Quelle commune pauvre? Nous avons aussi à Aguenivé 3, nous avons le centre médico-social CMS Agoué et Lavagnon. À Aguenivé 4, nous avons le centre médico-social de Togbekope. À Aguenivé 5, le centre médico-social de Zanguera. À Aguenivé 6, le centre médico-social de Adetikope. Oui. Ah, donc, c'est Aguenivé 1 qui a remporté le gros lot. Oui, mais des efforts sont en train d'être faits par le ministère pour pouvoir élargir, disons, construire d'autres formations sanitaires publiques. Oui, tel que vous le dites, est-ce que le besoin est réel sur le terrain? Il faut encore de nouveaux centres de santé. Le besoin est réel. Le besoin est réel. Et puis, le ministère est à pied d'œuvre pour le faire. Là, ce n'est plus quand même l'apanage ou disons la mission donc, de la direction préfectorale de construire de nouveaux centres? Non, nous exprimons les besoins, nous identifions, avec le ministère de la Santé, nous exprimons les besoins et puis eux, ils viennent, disons, en collaboration avec la communauté, bien sûr. Et puis le ministère élabore les projets. Et nous aussi, nous élaborons aussi des projets et puis ils viennent en appui pour la construction. Oui, mais est-ce que vous disposez encore des espaces pour construire aujourd'hui de nouveaux centres médico-sociaux? Oui, nous sommes en train de demander au niveau des communes la mise à disposition des parcelles de réserve administrative afin que la population puisse bénéficier encore d'autres formations sanitaires publiques. Voilà. Merci. Ok. Alors, Madame la directrice de la santé, directrice préfectorale de la santé d'Aguenivé, que fait votre direction exactement par rapport à la lutte contre la COVID-19, puisque la situation est devenue alarmante aujourd'hui dans le pays? Effectivement, la situation est alarmante. Tout comme à l'image du pays, nous aussi, nous évoluons. Nous avons assez de cas qu'on enregistre. Dans la préfecture, nous avons mis en place des sites où des équipes de personnel font des prélèvements aux personnes
suspectes, c'est-à-dire des personnes qui ont certains signes. Ces personnes viennent d'elles-mêmes ou bien sont envoyées par leur médecin ou bien le soignant pour faire le test. Donc, il y a une équipe qui fait le prélèvement. Dans chaque formation sanitaire publique, il y a une équipe. Nous avons des équipes qui font le suivi, disons, la prise en charge de des personnes confirmées à domicile. Donc, ils vont à domicile, ils évaluent pour voir est-ce que l'environnement s'y prête pour que la personne puisse faire son traitement à domicile. Si ça s'y prête, donc on lui donne ses médicaments et on le suit au fur et à mesure. Et si sa maison, ou disons son domicile n'est pas apte à pouvoir le garder chez lui, qu'est-ce que vous faites? Nous demandons à ce qu'on le transfère à l'hôtel Ibis pour qu'il puisse être à l'aise là-bas. Est-ce que c'est encore possible? C'est possible. C'est possible. Docteur, vous êtes en train de nous dire la réalité? C'est possible. C'est vrai que la situation est difficile parce que les cas sont de plus en plus, disons, nous en avons beaucoup vous êtes envahi. Plus de cas, mais c'est possible. Mais c'est possible. Oui. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de tests. Est-ce que des gens qui sentent le signe ou bien qui ont remarqué quelques signes peuvent toutefois appeler ou bien ils doivent venir forcément à l'hôpital aujourd'hui avant d'être pris en compte? Le numéro vert est fonctionnel. Au cas où ils n'arrivaient pas à avoir accès au numéro vert, toutes les formations sanitaires, disons à Lomé, dans la préfecture d'Aguanivé, les formations sanitaires sont ouvertes 24 heures sur 24. Donc ils peuvent s'y rendre. Ils peuvent s'y rendre. Parce qu'on ne sait pas si c'est Covid ou pas, n'est-ce pas? Oui. Si tu vas et tu dis que je ne me sens pas bien, on ne va pas te refuser le prélèvement, on va te prélever. Oui, mais il semble que tout malade qui vient aujourd'hui à l'hôpital, on le fait de facto le prélèvement. Est-ce que c'est vrai? Non. Non, dans nos formations sanitaires, pour le moment, non. Mais si les signes que la personne présente tendent vers... S'apparente, donc... S'apparente, oui. Donc, il est de bon ton de faire le prélèvement pour écarter quand même la maladie à coronavirus. Voilà. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a des équipes mobiles. Oui, il y a des équipes fixes. Ah, fixes. Fixes. Et non mobiles. Il y a des équipes fixes. Comment se fait maintenant le suivi des malades qui sont internés chez eux? Comment ça se fait au niveau de votre direction? Le suivi des malades... c'est-à-dire les cas positifs. Oui, lorsque la personne est confirmée positive et que la situation apparaît, disons, on nous donne la situation officiellement, nous l'appelons. Il y a une équipe qui l'appelle parce qu'il a son numéro qui est affiché. On l'appelle, on discute avec la personne et on lui dit qu'il y a... Combien de jours après le test, le prélèvement? Normalement... On fait le prélèvement. 48 heures après le prélèvement, on a le résultat. 48 heures 48 heures après le prélèvement, on a le résultat. Disons, si le résultat s'affiche, disons, on a le résultat aujourd'hui, nous prenons tout notre temps pour bien vérifier. Nous vérifions pour voir est-ce que ce cas-là est dans notre zone. Parce qu'elle peut être là, on peut le prélever dans une zone alors qu'elle ne réside pas dans la zone. Ah, d'accord. On vérifie correctement. Peut-être je suis un menuisier, je vis à Baguida et un proche parent est en train de construire à Goué et je sens un peu le malaise, je vais à l'hôpital. Ah, d'accord. Justement. Donc, on prend tout le temps. Et puis le lendemain, généralement le lendemain de la proclamation, on a déjà réparti les cas par zone pour faciliter le travail aux agents et à la personne même dans sa zone. La personne qui est chargée de sa zone va lui rendre visite. À la maison? Oui, elle va lui rendre visite. Mais si vous n'êtes pas militaire? Non, si je ne te rends pas visite, comment je vais évaluer ton, disons, ton environnement de vie? Si je ne te rends pas visite, comment je vais, disons, évaluer ton, disons, ta maladie? L'état de ta santé. L'état de ta santé. Donc, au moins une visite. Au moins une visite.
Et là, l'équipe vient avec l'épi, disons, tout ce que vous portez là. Non. Non. D'accord. L'équipe vient comme cela. Personne ne saura que c'est une équipe du ministère de la Santé. Et comment gérez-vous ceux-là qui refusent en disant que non, ne venez pas chez moi, c'est vous qui me dites que je suis malade? Parce qu'il y a des gens qui refusent catégoriquement qu'on leur dise qu'ils sont contaminés au Covid-19. Effectivement. C'est vrai, au début, on a vraiment eu ces cas-là. Oui. Ça a tendance à baisser un peu. Mais on a toujours, il y en a qui disent que non, ce n'est pas moi, c'est pas mon numéro. Donc, on essaie de lui parler, de l'amener à la raison, mais vers la fin, on arrive à raisonner la personne et elle adhère. Et la personne adhère. Et mais, collabore avec vous? Oui, il y en a qui collaborent, mais il y en a aussi qui refusent toujours. Mais ces personnes qui refusent, c'est un peu difficile parce que c'est aussi des sources de propagation parce que la personne ne prend pas ses dispositions, elle n'a pas tous les conseils qu'on lui donne. Pour pouvoir, pour ne plus contaminer les autres. Justement. Donc, ce sont là les difficultés que vous rencontrez? Oui, il y a beaucoup de difficultés par rapport à ça. Oui, et quel mécanisme mettez-vous en place alors pour pouvoir contourner ou disons, essayer, je dirais, pour pouvoir transcender cela? Nous renforçons la communication. Normalement, avant tout prélèvement, nous devons vraiment communiquer avec la personne. Rassurer la personne pour que la personne accepte son résultat à la fin. Que le résultat soit positif ou négatif. Donc, c'est ce travail-là que nous faisons chaque jour. C'est essentiellement la communication. Est-ce que c'est tous les jours que vous rendez visite à la personne testée positive et qui a accepté de collaborer avec vous? Non, pas tous les jours. Le premier jour, on doit venir voir la conception et ensuite on reste en contact par téléphone. Et au moment où la personne doit faire son test contrôle, on l'appelle pour lui dire que le lendemain, tu dois te rendre dans telle formation sanitaire pour ton test contrôle. Et dans le passé, si le résultat est négatif, on lui communique si le résultat. Ça veut dire que le malade reste en liaison avec l'équipe qui est venue lui rendre visite. Donc, et si peut-être vous lui avez rendu visite, mais après il y a quelques soucis ou peut-être des complications, ou en prenant les... D'ailleurs, est-ce que vous leur confiez aussitôt la visite, au moment de la visite, vous lui donnez les médicaments? Oui. Avec la posologie nécessaire? Oui, on lui donne tout. Oui, mais s'il arrive des complications, peut-être... On reste en contact. S'il y a quelque chose qui ne va pas, il appelle. Ou bien il envoie un message. Oui, mais des gens se plaignent qu'ils vous appellent, mais vos services ne réagissent pas promptement. Il faut dire que beaucoup de cas à gérer à un seul moment à la fois, c'est pas facile. Mais ils arrivent, ils font de leur mieux. Ils font de leur mieux. En tout cas, c'est compliqué. Alors, en dehors donc du test que vous faites, dans le passé, on savait que le test contrôle, c'est 3 fois, mais après, c'est 2 fois. Aujourd'hui, combien de tests contrôle vous faites avant de déclarer la personne guérie? Avant de déclarer la personne guérie, d'abord, lorsque la personne est confirmée, on lui dit de venir faire son test contrôle au 10e jour. C'est lui-même qui se déplace? Il vient dans le centre. Ah, d'accord. Oui, pour faire son test, bien sûr en respectant les mesures barrières. Il fait son test au 10e jour. Si le test est positif, il reprend les 2 jours, 2 jours après. Et l'équipe le suit. Et s'il y a quelque chose, on gère ensemble. Ah oui. Et comment s'assurez-vous, ou bien vous assurez que le malade est en train de prendre les médicaments que vous lui confiez? Nous restons en contact, disons. Nous lui donnons son médicament. Oui. En tout cas, on ne peut pas faire le gendarme devant le patient. On lui indique comment il faut prendre ses médicaments. Et donc, on le met en confiance et puis, disons, on reste en contact tout le temps. Et c'est vrai qu'il y en a qui disent que ce médicament-là, je ne supporte pas ceci.
bon, c'est la même chose, quoi. Un patient avec son médecin, il discute pour voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, tout ça, là. Donc... c'est un peu comme ça, vous évoluez avec les malades. Oui, mais au niveau des agents de santé, il y a un fort risque aussi qu'ils soient contaminés. Oui. Mais avez-vous l'outil ou le matériel nécessaire pour essayer de préserver vos agents, vos collaborateurs sur le terrain? Oui, sur le terrain, oui. Lorsqu'ils vont, le nécessaire est là. Il faut dire qu'à ce jour, des efforts sont faits. Et le ministère nous met à disposition tout le matériel nécessaire pour qu'on puisse se préserver. En tout cas, Dr Gilbert Tcholenganou l'a dit ici la dernière fois que le chef de l'État s'est investi lui-même personnellement. Franchement, pour ça, vraiment, maintenant, il faut que nous-mêmes, on accepte. On se met, disons, dans une position, disons, quand je suis en face d'un malade, comment je dois me comporter, je dois le respecter. Vous voyez. Et puis, quand on me dit, agent de santé, vaccine-toi, je dois me faire vacciner. Et donc, les premières personnes qui étaient ciblées pour la vaccination, c'était le personnel de santé. Donc, quand tu as fait ta vaccination, tu respectes les mesures barrières. Tu respectes tout ce qu'on te dit. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas tu peux pas contracter, mais il y a moins de chances de pouvoir contracter la maladie. Et vous y veillez sérieusement. Oui, mais avez-vous déjà obligé tous les agents de santé de votre ressort à aller se faire vacciner? Oui, parce que c'est la mode actuellement. Si nous prenons par exemple la présidente de la République, Madame le ministre, la secrétaire générale, a dit qu'il faudrait que tout le monde se fasse vacciner. Et la même chose au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale. On ne sait pas quel autre service bientôt va prendre le relais. Alors, est-ce que, je voulais te retourner la question. Est-ce que tu seras content d'avoir un agent de santé qui ne soit pas vacciné, qui soit à la source de ta maladie? Là, c'est une question, mais c'est moi qui pose la question ici. Donc, juste pour dire que tout le monde est obligé de se faire vacciner, sauf ceux qui ont une contre-indication. Et ceci m'amène à vous poser la question. Quelle est aujourd'hui l'utilité de la vaccination, de se faire vacciner contre la COVID-19? Il est important de se faire vacciner pour réduire le risque de faire une forme grave de la maladie, diminuer aussi la contamination autour de soi. Et puis, oui, globalement, c'est ça. Et la vaccination vient renforcer les autres mesures préventives qui ont été édictées. Ça renforce notre système immunitaire? Oui. Pour certains vaccins, c'est une seule dose, comme Johnson & Johnson, mais pour d'autres, c'est 2 doses. Et nous devons faire les 2 doses. Pour ce qui est de la deuxième dose de AstraZeneca, ceux qui ont eu leur première dose et n'ont pas pu avoir leur deuxième dose, Pfizer, le gouvernement a demandé qu'ils puissent se rendre dans les formations sanitaires pour obtenir leur deuxième dose. Et comment se passe aujourd'hui la vaccination dans la préfecture d'Aguenivé? Avez-vous des clusters? Les clusters, on avait enregistré des clusters, mais c'est des clusters familiaux. C'est normal, étant donné notre mode de vie en Afrique. Et notre environnement, si je sors dehors, je prends la maladie, je reviens, donc c'est toute la famille qui est contaminée. Et donc, la vaccination, ça se déroule bien. Nous évoluons... Dans toutes les communes où vous avez cité les centres de santé actuellement? Oui. Les jours ouvrables, nous sommes beaucoup plus présents dans les formations sanitaires et puis au stade d'Aguenivé. Et les vendredis... Où vous avez un vaccinodrome? Un vaccinodrome. Et les vendredis, nous sommes dans les mosquées. Et les dimanches, nous sommes dans les églises. Non, répétez encore cette partie, s'il vous plaît, madame. Les vendredis, nous programmons des vaccinations. Des séances de vaccination dans les mosquées. Au niveau des mosquées, avec l'appui de monsieur le préfet.
nous donnons l'information aux mosquées et aux églises et nous arrivons là-bas, les vaccinateurs sont là et après ils font la vaccination à ceux, disons aussi. Mais donc c'est vous-même qui avez mijoté cette initiative louable de vous déplacer vers les non-vaccinés? Oui, c'est une initiative, disons, prise au niveau de votre direction. Au niveau de la préfecture, parce qu'au niveau de la préfecture, il y a un comité local de lutte présidé par le préfet. Donc, c'est à cet effet que... Oui, et c'est dans ce sens-là que nous programmons... la vaccination. Nous programmons la vaccination tous les vendredis et puis tous les dimanches dans les mosquées. Dans les églises et lieux de culte. Autorisés. Autorisés. Oui. Ah oui, donc les lieux de culte que le gouvernement a réouverts, on dirait. Effectivement. D'accord. Normalement. Oui, mais il y a des gens clandestinement qui ont ouvert aussi, mais qui peuvent peut-être accepter que vous venez les vacciner. Ou si c'est le cas, vous refusez automatiquement, ou vous n'êtes pas encore confronté à ce cas? Non, nous ne sommes pas confrontés à ce cas. Ah, d'accord. Merci. Alors, quelle est la réaction donc des populations dans les églises et dans les mosquées quand vos équipes font le déplacement vers ces populations? Ils adhèrent, ils sont contents parce qu'on fait d'une pierre deux coups. Je vais à l'église, je finis de mon culte et puis je vais me faire vacciner. Et les pasteurs, les premiers responsables des églises aussi, ils sont ouverts à nous et puis il n'y a pas de souci en ce sens. Donc, ils vous accueillent à bras ouverts. Oui. Ah, mais cette politique, pourquoi vous ne l'avez pas étendue? Et là, ce n'est plus à vous seul. Hein. Pourquoi le gouvernement ne l'a pas étendue à toutes les préfectures du Grand Lomé? Sinon, il faudrait que les équipes de vaccination se promènent d'église en église, de lieu de culte en lieu de culte. Et ça pourrait aussi essayer de contribuer au truc collectif dont vous avez parlé, à l'immunité collective. Oui. C'est vrai, comme je l'ai dit tantôt, nous avons on peut prendre certaines décisions localement et puis rendre compte après. Donc c'est dans ce sens-là que les choses se font. Donc il y a une stratégie qui peut être menée ici et pas de l'autre côté. Mais nous sommes toujours en communication et on peut échanger, essayer de partager nos expériences pour pouvoir avancer. Nous partageons nos expériences avec nos collègues d'autres préfectures aussi. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut estimer que la préfecture d'Aguenivé a un taux vaccinal un peu plus élevé comparativement à la préfecture du Golfe? Si on parle comme ça, il faut comparer ça à la population. C'est-à-dire, on met la population au dénominateur pour voir. Or, la population du Grand Lomé est mobile. Très mobile. J'habite ici, mais je préfère aller me faire vacciner de l'autre côté. Donc, si là où il y a la possibilité d'aller très vite. Justement. Sinon, à ce jour, nous sommes, disons, pour la première dose, je vais donner juste les chiffres du 2 septembre. Nous avons vacciné pour la première dose 84 814 personnes et pour la deuxième dose 64 297 personnes au 2 septembre. Et donc cela évolue très bien. Au jour le jour. Et les gens peuvent venir prendre le Pfizer pour la deuxième dose. Par rapport à AstraZeneca. AstraZeneca. Johnson & Johnson est beaucoup plus accepté parce que c'est une seule injection. Donc, les populations se mobilisent aujourd'hui par rapport à ça. Oui, mais ils n'ont pas de choix. Vraiment. Oui, ils n'ont pas de choix. Sinon, vous ne nous permettez pas de prendre peut-être les vaccins qui sont à double dose. Mais seulement, vous nous avez contraints aujourd'hui à ne prendre rien que le Johnson & Johnson. Nous dépendons de l'extérieur, disons, en matière de vaccins. L'approvisionnement en vaccins? Le gouvernement achète, oui, l'approvisionnement en vaccins. Donc, c'est par rapport à la disponibilité du vaccin et aux cibles
identifiés qu'on essaie de positionner. Vous voyez, pour les Sinovac, on a identifié les étudiants parce que Sinovac pouvait être administré à 18 ans et plus. Et Johnson & Johnson, 20 ans et plus. Donc maintenant, je veux prendre le Pfizer. Peut-être c'est la première fois. Ce n'est plus possible aujourd'hui à Lomé. Ce n'est plus possible pour le moment. Pour le moment. Parce que d'autres vaccins en cours. Ça va arriver. Si on reçoit d'autres doses de Pfizer, on peut rouvrir Pfizer. Pour la première dose, pour ceux-là qui n'ont pas encore pris. Qui n'ont pas encore pris. D'accord. Mais est-ce qu'il y a possibilité aussi, peut-être moi, je vois, je lis et j'entends sur les médias, on dit les gens sont à 3 doses. Est-ce que je peux prendre peut-être 2 doses de Pfizer, non, 2 doses d'AstraZeneca et puis je prends Pfizer ou bien Johnson & Johnson? Est-ce que c'est autorisé chez nous? Non, ce n'est pas autorisé. Pas encore. Il faut rationaliser l'utilisation de ces vaccins parce que d'autres n'ont pas la chance d'avoir ça. Donc, laisser les autres qui n'ont pas encore eu... Alors que toi, tu en as... Non, ce n'est pas normal et puis ce n'est pas autorisé. D'accord. Au niveau de la préfecture du Golfe, apprenons-nous quand même, eux, ils font le déplacement même dans les gares routières pour aller vacciner les chauffeurs, les conducteurs. Est-ce que c'est la même situation également dans la préfecture d'Agoinve? Vous ne me répondez pas tout de suite. On va observer la pause pour revenir dans quelques minutes, docteur. Audi Actu, c'est du lundi au vendredi de 7h à 8h20 sur Victoire FM. Vous êtes toujours à l'écoute de votre radio Victoire FM, madame, monsieur. Après la pause, nous retrouvons maintenant avec notre invité, docteur Tagba Pelei Chilalo, qui est la directrice préfectorale de la santé d'Agoinve. Alors, madame la directrice, je vous avais posé tout à l'heure une question avant qu'on aille à la pause. Et si vous aussi, vous allez dans les gares routières pour vacciner les gens? Oui. Donc, nous programmons aussi les gares routières, les marchés. La gare routière dans la préfecture d'Agoinve et dans les marchés aussi. Et certaines fois, des équipes qui vont aider ceux qui sont sur place et qui ne peuvent pas se déplacer pour une raison ou une autre dans les centres pour se faire vacciner. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, les signes qu'on avait connus au début de cette maladie, c'est les mêmes signes que les gens présentent aujourd'hui ou bien avec le variant Delta, il n'y a même plus de signes? Non, il y a des signes, il y a toujours des signes. Bon, les signes, ça varie d'une personne à une autre. Ça varie. La toux, la fièvre, voilà. Oui, la fièvre, pas souvent. Pas souvent. La toux, la fatigue, oui. La toux aussi, le rhume, oui. Mais les signes, ce n'est pas comme au début. On avait avec le disons, le virus initial qui était depuis... Qui n'est pas trop dangereux que le variant Delta, je crois. Oui, le variant, il est plus contagieux, plus virulent. Si, par rapport au virus initial, il peut contaminer beaucoup plus de personnes que l'autre. Et puis, il est plus virulent, ça dit que quand tu es contaminé, tu peux développer les formes graves. Les formes graves, donc. Et à mourir, oui. Oui, mais on nous annonce encore un nouveau variant. Finalement, on se demande, on se pose toujours des questions. Est-ce que le coronavirus va finir un jour? Nous devons vraiment la vaccination. Si tout le monde, on avait les vaccins et que les pays développés aidaient les autres pays pour qu'on soit au même niveau de la vaccination, je pense que ces variants pouvaient quand même atténuer leurs efforts, leurs ravages dans les pays africains. Les variants, on en aura. On en aura toujours, mais la seule arme pour lutter contre cela, c'est le vaccin. Le vaccin. Oui. Et Pelé qui est en ligne avec nous, 22 21 80 99 92 02 80 63. Monsieur Pelé. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, docteur, bonjour. Bonjour, monsieur Pelé. Bon, du courage. Merci. Seulement que vous n'excitez pas la population à aller se vacciner.
Ils ne font pas quoi? Ils n'expliquent pas. Ils n'encouragent pas. Je vais donner un exemple. Il y a un match Togo-Namibie. Si le gouvernement accepte que des gens rentrent avec la carte de vaccination, ce n'est pas une bonne chose. Mais quand vous dites qu'en Europe, le stade est plein, on a dit que c'est parce que les gens sont vaccinés. Mais comment savoir aujourd'hui au Togo, les gens qui sont vaccinés? Si vous permettez que les gens rentrent au stade, on saura que le nombre de personnes qui sont vaccinées, les voilà. Merci. Donc, à vous écouter, si c'est que le gouvernement avait dit, iront au stade seuls ceux-là qui vont présenter les cartes vaccinales, alors ça pouvait encourager les gens? Ça va exhorter le match Togo-Sénégal. Il faut demander que tout le monde qui ont la carte avec le cache-nez, tout. Donc, allez rentrer au stade. Peut-être c'est une piste de stratégie que vous êtes en train de donner. Madame vous répondra dans quelques instants. 92 02 80 63 22 21 80 99 pour vos questions donc à notre invité, puisque nous parlons bien évidemment de Covid-19. Alors docteur, vous l'avez écouté, qu'avez-vous à lui dire? Nous, à notre niveau, sensibilisons la population pour se faire vacciner. Quant à ce qui concerne les dispositions à prendre, c'est une décision beaucoup plus politique. Ah, d'accord. Et donc, par rapport à ce qu'il vient de dire, là, autoriser les gens à aller au stade, cela n'est plus quand même... C'est plus de notre ressort. Oui. D'accord. Monsieur Sizing. Oui, bonjour. Bonjour. Et votre journée. Bonjour, ma soeur. Oui, bonjour. La fois dernière, j'avais émis une proposition dans ces autres médias. Donc, ma proposition, c'est pour le gouvernement et la pharmacie. Donc, je ne sais pas. Comme nous savons que la chloroquine, la zithromycine, la vitamine C et d'autres compléments peuvent guérir la maladie. Pourquoi ne pas fabriquer autant que possible et pour qu'on puisse distribuer à la population afin que la maladie puisse drastiquement diminuer et le taux de contamination. Merci beaucoup. Bien noté. Monsieur Gado? Oui, bonjour, Joseph. Bonjour. Et bonjour à madame. Bonjour. Courage. Bonjour. Bon, vous savez, Joe Biden avait distribué des dollars aux États-Unis pour que les gens se vaccinent. À Gaddafi aussi, tu peux pointer avec ces bols de maïs, au lieu de les laisser pourrir. Vous voyez, c'est pour inciter les gens. Puis il a raison. Sortez les maïs et puis nous allons mettre pour se faire vacciner deux bols. Monsieur Gado. Bien noté, monsieur Gado. 92 02 80 63. Allô? L'auditeur, il est reparti. Alors, vous avez écouté tout à l'heure monsieur Sizing qui dit aujourd'hui, les médicaments qui servent à accompagner les malades afin qu'ils se rétablissent, c'est la chloroquine, la zithromycine ainsi que la vitamine C. Pourquoi ne pas en distribuer aux populations afin qu'ils atténuent ou bien ils atténuent drastiquement, le mot qu'il a utilisé, la contamination? Juste pour dire que l'abus de médicaments est nuisible. Et il est déconseillé de faire une automédication. Ah oui. Et donc, il faut d'abord savoir ce dont on souffre avant d'aller se faire traiter et par rapport à la dose requise et au temps nécessaire pour le traitement. Lorsqu'on donne les médicaments, lorsqu'on prend les médicaments comme cela, ce n'est pas bon parce qu'au moment où ton organisme en aura besoin, ça ne pourra pas faire effet. Ah, ça n'aura plus d'effet. Ça n'aura plus d'effet. Même à ce jour, pour traiter le paludisme dont nous sommes habitués, il faut d'abord confirmer ça par un test rapide qu'on appelle test de diagnostic rapide qui est mis à disposition gratuitement par l'État dans les formations sanitaires pour pouvoir faire le diagnostic du paludisme. Oui, alors docteur, justement, en répondant à cette question, il y a des gens qui, sur les réseaux sociaux, conseillent leurs proches aller acheter tel produit en pharmacie, il faut en avoir, et puis vous les prenez de temps en temps. Donc, vous déconseillez formellement
ces produits, donc, ou bien disons l'automédication à tous ceux-là qui vous écoutent maintenant? Oui, l'automédication est déconseillée. Pour les antibiotiques. Donc, maintenant, si tu vas en pharmacie, tu dis je veux un antibiotique, le pharmacien ne te vend pas ça. Il faut que ce soit sur présentation d'une ordonnance. Sinon, nous allons faire pression sur le médicament. Et ensuite, on n'aura plus de médicaments pour nous soigner. Et c'est ça. Oui, mais même le paracétamol. Le paracétamol, nous le consommons, mais il faut savoir le consommer. Sinon, il va faire du mal au foie. Et donc, il faut, tout médicament, il faut le consommer. Efferalgan, sirop, efferalgan, effervescent et tout ça. Nous conseillons, si tu as un problème, tu le prends 48 heures après. Si ça ne passe pas, cesse et va te faire consulter par un médecin. Ou bien un soignant. Mais les parents le donnent aux enfants chaque fois que l'enfant fait la fièvre. Non, tu le donnes comme ça et puis lorsque disons, parfois tu couvres la maladie. Donc il faut 48 heures après, tu donnes le médicament, ça ne va pas. Il faut aller te faire consulter. Monsieur Gado trouve que Joe Biden a distribué des dollars aux Américains. En Russie, on en a donné pour encourager les gens à aller vacciner. Pour lui, il faut que le chef de l'État instruise le colonel Urokura Gadazi afin qu'il commence par demander aux gens, vous venez prendre du maïs et vous irez vous faire vacciner. Ou bien vous vaccinez, vous venez prendre du maïs. Et il verra si les Togolais ne vont pas s'entasser là pour prendre du maïs et aller se faire vacciner aussi. Je ne sais pas. Ou peut-être non ici, hein, on sait jamais. Et il faudrait que chacun pense à soi. Je ne sais pas. Est-ce que ce n'est pas encourager les gens? En tout cas, moi, mon avis personnel, ce n'est pas une bonne méthode. Il faut que chacun sache que... Pour moi, si on le fait, c'est tout comme si on monnait la chose, quoi. C'est comme si... mais s'il le faut, pour l'immunité, au nom de l'immunité collective, si du moins on a du stock de maïs et on dit, s'il vous plaît, vous qui n'avez pas encore pris le vaccin, venez aller vous faire vacciner. Aussitôt, tu prends le vaccin, tu viens prendre peut-être 3, 4, 5 bols de maïs et tu rentres chez toi. Bon, c'est juste une idée. Ou bien, si c'est le maïs. Ou vous voulez prendre le Novici et vous vaccinez, vous prenez Novici, mais c'est pas grave aussi. Peut-être le Togo n'a pas les moyens, on ne saura le dire. Mais l'autre proposition faite par Pelé, cela m'a beaucoup intéressé. Personnellement. Quand il disait que avec le foot la dernière fois, si c'est qu'on avait, puisque les Togolais sont les amoureux du cul, si c'est qu'on avait demandé aux gens, vous irez au stade à condition que vous présentiez votre carte vaccinale, que beaucoup de monde allait prendre le vaccin. C'est vrai. Mais bon. C'est une proposition que les autorités aussi vont examiner. Peut-être dans les jours à venir, et les choses vont changer. On verra très bien. Votre mot de fin, Dr Tagba. Juste vous remercier votre équipe et inciter les uns les autres à se faire vacciner. Le vaccin, ça fait beaucoup plus de bien que de mal. Et donc, il faut penser à nous protéger et puis protéger les autres à côté de nous. Merci beaucoup, Dr Tagba Pelei Chilalo, qui est la directrice préfectorale de la santé d'Aguenivé, qui est également responsable au niveau, je crois bien, de centre de santé d'Agué-Kakaveli. Voilà, CMS Agué-Kakaveli. Merci d'être passé chez nous. Merci beaucoup. Et c'est fini pour aujourd'hui. Coucou le Parisien. C'est vous qui avez tenu avec une main de maître la console technique pour nous conduire jusqu'à cette heure-ci. Madame, monsieur, moi je suis Joachim Agbetim. Bonne semaine à toutes et à tous.